Donc, première intervenante, il s'agit de Pauline Rossi. Pauline, en quelques mots, je rappelle que vous êtes doctorante en histoire de l'art à Paris 4, Paris-Sorbonne, et que vous rédigez actuellement une thèse qui d'ailleurs est soutenue, enfin sous la direction de Simon Texier, et qui est intitulée L'Est parisien, genèse d'une reconquête. Alors, avec vous, c'est la partie introductive, c'est la partie historique. Alors, ma chère Pauline, que faut-il entendre par faubourg? De quel urbanisme s'agit-il? Est-ce que c'est une ville à côté de la ville? À quel moment apparaissent les faubourgs? Et quelles traces les faubourgs ont-ils laissées dans notre ville? Allez, par le début, quand apparaissent les faubourgs? Donc bonsoir à tous. Oui, les historiens d'art aiment les images. Donc pour définir le faubourg, je voulais commencer par l'approche la plus simple et la plus flagrante pour tout le monde, celle du paysage urbain, qui parle beaucoup plus que les mots. On voit ici une confrontation simple entre deux Paris qui se côtoient et qui s'aiment parfois et qui se confrontent souvent, surtout, comme une espèce de miroir. Vous avez cette architecture qu'on a dit blanche, une architecture de plâtre qui est typique des faubourgs, qui est construite en moellon, pan de bois et recouverte d'un enduit en plâtre qui lui donne donc cette appellation d'architecture blanche. Des ruptures de gabarit aussi très importantes en comparaison avec cette avenue haussmannienne qui, elle, brille par son homogénéité de gabarit, mais aussi de façade, ces balcons filants qui renforcent encore une fois l'impression. Et puis le paysage des faubourgs, c'est aussi cette mixité des formes et des façades qui leur est propre et qui explique aussi l'intérêt qu'on leur porte comme une ville de toute manière très pittoresque. Donc, pour définir les faubourgs, il faut aussi tout de suite enfoncer une porte qui nous est grande ouverte. Le faubourg est à côté de la ville, il est hors les murs, hors le bourg, et il est surtout à côté de la fortification. Vous avez ici une image qui vous remonte les différentes enceintes de la ville, les portes qui ont créé donc ces noyaux villageois qui se sont développés dès le Moyen-Âge. Il apparaît dès le Moyen-Âge. On va tout de suite entrer un peu plus dans un de ces faubourgs. Et justement, on n'est pas très loin de celui-ci, c'est le faubourg Saint-Antoine. Donc ça va être un exemple récurrent dans ma présentation. Déjà parce que j'ai eu la chance de travailler depuis 5 ans sur ce quartier, que je l'arpente très souvent depuis mon plus jeune âge. Et que le faubourg Saint-Antoine a toujours servi au XXe siècle aux historiens et aux Parisiens d'exemple pour comprendre ce qu'est un faubourg, comment on peut le réaménager et l'intégrer à la ville. Donc vous avez cet exemple de tissu très condensé qui est à la porte de la Bastille. Et donc, qui vous montre bien cette interaction entre une ville qui se développe en dehors de la ville, mais qui nourrit une interaction très importante avec elle. Une interaction déjà agricole. Le faubourg sert aussi à nourrir la ville, et on voit bien ces grandes parcelles agricoles au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la barrière. Et ces parcelles agricoles qui se resserrent au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ville et qui se construisent petit à petit. Ici, on est au XVIIIe siècle. On voit que l'entrée du faubourg Saint-Antoine est déjà très largement bâtie et que les parcelles se réduisent, se divisent du fait souvent des héritages. Et donc sont aussi colonisés petit à petit par d'autres intérêts pour la ville. On connaît tous ce faubourg du meuble qui a vu naître un des artisanats français très importants. Et aussi un autre rôle des faubourgs qu'on oublie un peu plus souvent, et surtout dans le cas du faubourg Saint-Antoine, qui est plutôt réputé pour son côté révolutionnaire, mais aussi donc un rôle religieux, puisque vous avez au centre cette abbaye Saint-Antoine-des-Champs, qui est un peu le poumon et le cœur du quartier dès sa constitution au XIIe siècle. C'est grâce à l'abbaye que le quartier s'est développé et a connu tant de richesses.
Et qu'est-ce que vous appelez l'aspect révolutionnaire du faubourg? L'aspect révolutionnaire du faubourg, c'est cette tendance à monter facilement, à sortir dans la rue et monter des barricades. Et tout au long du 19e siècle, c'est vrai que le faubourg Saint-Antoine a entretenu cette réputation. Le faubourg servait aussi de lieu de villégiature pour une population aisée qui voulait fuir un peu le tumulte de la ville. Et malheureusement, le faubourg Saint-Antoine a perdu cet attrait assez tôt. Donc, voilà, pour cette raison d'ailleurs. Deuxième génération de faubourg, après le faubourg Saint-Antoine qui donc s'est constitué au XIIe siècle, la petite banlieue qui a été annexée en 1860 à Paris, qui était comprise entre la barrière des fermiers généraux et les fortifications construites par Thiers en 1841. Et donc on voit ces poches d'urbanisation qui, selon la même logique que celle qu'on a pu constater dans le faubourg Saint-Antoine, se sont constituées petit à petit le long des voies naturelles de pénétration dans la ville. Et donc c'est cette urbanisation qui a donné naissance aux villages de Charonne, de Ménilmontant, de Belleville, pour ne citer que, et qui, petit à petit, étant intégrés donc, à Paris en 1860, ont constitué de nouveaux faubourgs qui caractérisent particulièrement l'Est parisien, qui est devenu donc un vaste assemblage d'anciens villages, mais petit à petit de faubourgs à mesure qu'ils étaient intégrés dans la ville. À quel moment ils rejoignent la ville ? De façon administrative, oui. En 1860, avec l'annexion en fait, de cette zone tampon entre la ville et sa banlieue. D'accord. Avec une rupture quand même morphologique une rupture de paysage social. Souvent administratif, puisque par exemple la rue du Faubourg Saint-Antoine a été divisée en 2 arrondissements au nord et au sud à cette occasion-là, Belleville aussi, et donc ça a eu des conséquences forcément sur l'urbanisation de ces villages qui ont petit à petit été qui ont attiré de plus en plus de population, et surtout de population ouvrière. Donc on va voir ça bientôt. Ce paysage ordonnancé haussmannien se caractérise donc, est en confrontation avec le paysage faubourien, puisque d'après cette carte, vous pouvez voir que les opérations haussmanniennes dans ces quartiers ont été structurants, ponctuels, mais restent minoritaires. Et donc le paysage prédominant des faubourgs, c'est celui de cette architecture blanche et de cette urbanisation spontanée, un peu anarchique, au gré des envies des propriétaires qui se divisent les parcelles. Mais est-ce que Haussmann avait des visées sur les faubourgs ? Il aurait voulu en faire quelque chose ? Il y a eu effectivement de toute manière des tentatives, ne serait-ce que pour améliorer la circulation de grandes percées. Il y a aussi des enjeux militaires qui ont par exemple conduit à couvrir le canal Saint-Martin pour empêcher les faubouriens de se retrancher derrière les canaux. Mais peu d'aménagement. Mais peu d'aménagement. Des grandes percées structurantes, ça c'est sûr. Donc, je vous parlais de cette urbanisation spontanée et un peu anarchique. Vous avez ici 2 îlots de 2 faubourgs qui appartiennent à ces 2 générations de faubourgs, puisque en haut, c'est un îlot du faubourg Saint-Antoine et en bas, un îlot du 13e arrondissement, donc près de l'ancien village d'Ivry. Donc on comprend bien, avec ces quelques images, ces grands îlots avec de grandes parcelles d'origine rurale qui petit à petit sont divisées. Donc dans le faubourg Saint-Antoine, elles sont de plus en plus laniérées, l'immeuble sur rue étant bâti, le fond de la parcelle reste à l'usage de l'agriculture ou de l'artisanat, et par exemple pour faire sécher le bois qui est nécessaire à la construction des meubles, souvent on construit des petits appentis en fond de cour. Dans le 13e arrondissement, exactement ce même système de morcellement et de construction, de surconstruction des espaces libres qui petit à petit vont engendrer quelques difficultés. Et ça donc, c'est un peu l'enjeu... C'est ça les problèmes, les difficultés ? Voilà. L'enjeu du XXe siècle, un grand historien, Lavedan, avait dit « Si le XIXe siècle a été celui du diagnostic d'une ville malade, le XXe siècle a été celui de sa guérison, ou en tout cas d'essayer de le guérir ». Vous avez ici une carte des îlots insalubres qui ont été repérés dans Paris à partir du XIXe siècle et jusqu'en 1945.
des îlots qui ont d'abord été recensés pour leur nombre de décès par tuberculose qui était particulièrement important et qui petit à petit ont aussi été inspectés pour la qualité des constructions qu'ils habitaient. Et petit à petit, vers les années 1945, une notion de confort de l'habitat prend aussi une importance, c'est-à-dire qu'on peut dénombrer jusqu'au nombre de WC communs ou privés dans les immeubles. C'est une carte qui se superpose à celle des faubourgs ? Le faubourg se porte mal ? Effectivement, on voit que dans les 11e, 18e, 19e, 20e arrondissements, le phénomène prend quand même une ampleur assez importante. Il faut souligner qu'un historien a récemment expliqué qu'il y avait eu un argument d'insalubrité au bout d'un moment, donc il ne faut pas prendre ça comme une carte du Paris taudis, mais c'est aussi un recensement donc, des différences de qualité entre l'habitat. Et bien sûr, à l'ouest de la capitale, il n'y a pas ces îlots, il n'y a pas d'îlots insalubres. En tout cas, pas Faubourg Saint-Honoré. Pas Faubourg Saint-Honoré, par exemple. Donc, vous voyez ici une superposition de couleurs qui vous indique les différents temps où on a donc reconnu l'insalubrité. Donc le cœur du faubourg Saint-Antoine, le marché d'Aligre, a été touché en premier. Et puis petit à petit, c'est tout cet enchevêtrement de rues autour de la rue de Charonne et des passages et des cités faubouriennes qui ont été classés comme insalubres par les services préfectoraux. Donc une fois ce diagnostic d'insalubrité réalisé, tout au long du XXe siècle, avec la naissance de l'urbanisme, en fait, le faubourg devient une antithèse de la ville moderne. Et les architectes et urbanistes qui travaillent sur cette discipline presque naissance de l'urbanisme donc vont se poser la question des faubourgs et de leur devenir et comment essayer de traiter la ville. Vous avez ici deux schémas de Augustin Rey, qui est considéré comme un des pères fondateurs français de l'urbanisme et de l'architecture hygiéniste, qui s'est servi d'exemple qui s'est servi du faubourg Saint-Antoine, pour exemple, et qui donc a proposé d'annuler le système de réseauvière pour pouvoir favoriser des plus grandes voies et pour faciliter la circulation, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même à une porte de Paris, donc faciliter la circulation est un des grands enjeux. Et ensuite, vous avez ces simples traits noirs qui sont sur le schéma d'à côté, qui en fait symbolisent des bâtiments sans mitoyens. Donc on a une des premières citations de la barre d'habitation qui est implantée ici au faubourg Saint-Antoine. Les espaces verts qui sont entre chaque barre noire symbolisent donc les espaces verts qui prennent ici un tout autre sens que celui qu'on leur avait donné dans la période haussmannienne. Ce ne sont plus des poches de verdure au milieu de la ville. On implante librement les bâtiments dans des espaces verts et donc ils doivent être le cadre donc de ces... D'accord. Ce sont des projets ou des réalisations ? Ce sont des projets et en plus là c'est pas un projet qui tendait à être réalisé, c'est un exercice. Donc c'est pour démontrer en fait comment faire une ville saine que Augustin Rey choisit le contre-exemple en fait de l'antithèse du faubourg Saint-Antoine. D'accord. Et en fait, la solution, ce sera ? La solution, c'est la table rase. Voilà. Et ici, en plus, cet axe est-ouest, donc qui oriente toutes les barres d'habitation selon cet axe, pour permettre donc un ensoleillement maximum à la fois des barres d'habitation, mais des logements aussi. Donc, l'image suivante ? Oui, je veux bien. Ah bah voilà, merci. Ça marche. Merci beaucoup. Notre ami Le Corbusier. Alors, autre personnage à prendre à prendre le faubourg Saint-Antoine en exemple, Le Corbusier, fidèle agitateur, avait proposé en 1925 de reconstruire le centre de Paris. En 1937, pour l'exposition internationale, il propose de remanier complètement l'îlot insalubre numéro 6, donc toujours au cœur du faubourg Saint-Antoine, qui est difficilement reconnaissable sur cette image. Il faut voir que sous la barre rouge, en fait, c'est la rue du faubourg Saint-Antoine qui traverse. Donc en fait, le stade qui est figuré tout en bas du document est à peu près situé à la place d'Aligre.
Donc, en fait, ici, on reprend exactement ce principe d'urbanisme de Barre et qui est encore une fois implanté au milieu d'un vaste espace vert. Et on voit ici la notion de loisir aussi que l'architecte urbaniste essaye d'implanter au cœur des faubourgs avec la présence de ce stade qui aurait donc remplacé le petit marché d'Aligre du faubourg Saint-Antoine. Donc, autre proposition. Autre proposition et qui ne verra pas le jour. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce malheureux faubourg ? On va essayer de le voir. Donc après ces grands projets qui servaient autant à théoriser l'urbanisme qu'à proposer concrètement des idées, cette idée de table rase en fait a été petit à petit théorisé, mais dans la pratique, c'est-à-dire que pour exproprier une multitude de parcelles et permettre donc de les regrouper entre elles pour implanter librement les bâtiments, non plus en fonction de la rue, comme on a l'habitude, enfin comme il est de tradition à Paris d'implanter un bâtiment en fonction de la rue. Ça demandait tout un travail de théorie et de mise en pratique pour pouvoir essayer de mettre en place ces projets. Donc au lendemain de la guerre, avec la période de la reconstruction, Paris n'a pas été bombardé, mais Paris est depuis l'entre-deux-guerres voué à être en partie reconstruit, et c'est le but de la préfecture. Donc des enquêtes immobilières sont menées pour recenser immeuble par immeuble la qualité du logement et donc réaliser un diagnostic du parc immobilier parisien. Et là, on va exercer ce diagnostic donc en essayant de retrouver les immeubles qui ne permettent pas une densité de population suffisante, donc qui ne sont pas assez hauts, qui sont de moins de 4 étages. On va analyser aussi les immeubles qui sont jugés hors d'âge, c'est-à-dire construits il y a plus de 50 ans, et on comprend tout de suite à Paris l'ampleur que le projet aurait pu prendre. Et aussi faciliter la circulation par l'élargissement des voies nouvelles. Donc tout ça va être petit à petit mis en œuvre par le plan d'urbanisme directeur qui est appliqué par anticipation en 1961. Et vous voyez donc ici ces 1500 hectares qui devaient être donc reconquis et réaménagés. Et encore une fois, les faubourgs de l'Est parisien et encore une fois le faubourg Saint-Antoine sont définitivement implantés dans cette logique. Pour mettre en œuvre cette politique, deux théories sont mises en œuvre. D'une part, des secteurs de rénovation urbaine. Donc, on va repérer des îlots entiers qui sont jugés comme mal utilisés et réappliquer donc à la fois la politique de table rase, celle du remembrement parcellaire et donc l'implantation des bâtiments de façon plus libre. Donc, un mix des trois, alors ? Un mix de tout ce qui avait été un peu théorisé dans les années 30, mais de façon plus pragmatique, puisque là, on était vraiment dans une visée Ce qui veut dire que là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Alors, c'est ma période d'études, et donc, du coup, j'ai dû un peu plus défricher cette période-là, parce qu'elle était moins connue des historiens. Et donc, il a fallu retrouver des secteurs pertinents pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et réellement comprendre le processus. Donc, vous avez ici l'îlot Saint-Éloi, qui n'était pas jugé insalubre, mais mal utilisé. On va prendre un peu le temps de commenter les images. On voit bien ce morcellement parcellaire et cette densification du bâti progressif sur les deux premiers schémas. Et donc, c'est le parcellaire d'origine ? C'est le parcellaire d'origine avant démolition, donc en 1960. Et enfin, en troisième temps, donc, ce parcellaire nouveau réinventé par l'architecte urbaniste Marc Le Boucher, qui est très peu connu, mais qui sera peut-être un peu plus connu une fois que j'aurai réussi à progresser dans mes recherches, qui a remanié énormément de quartiers de l'Est parisien, y compris la place des Fêtes. Marc Le Boucher. Y compris la place des Fêtes et la rue Nationale.
Ici, on a la chance, enfin, j'ai pu constater la qualité du projet architectural au-delà du bouleversement typologique et esthétique qui effectivement est flagrant. Marc Le Boucher a aussi pris soin de jouer sur le nivellement des terrains, a répondu à l'attente de la préfecture en donnant à cet îlot énormément d'équipements de loisirs et d'équipements scolaires qui manquaient effectivement aux portes du Faubourg Saint-Antoine. Et donc, c'est un projet de qualité. D'ailleurs, la petite église Saint-Éloi qui est rue de Si on veut, Pauline, si on veut aller sur le terrain, c'est tout exactement? C'est rue de Reuilly. C'est rue de Reuilly. D'accord. Et donc, vous avez rue de Reuilly et place Maurice de Fontenay, donc qui est juste sur la rue de Reuilly. Une petite église, l'église Saint-Éloi, qui vient à peine d'être labellisée architecture XXe siècle et donc qui vaut vraiment le détour. Voilà, pour montrer un peu, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Il vous reste à peine 10 minutes. Voilà, c'est ça. Il faut me croire sur parole, il y a des qualités architecturales assez importantes sur cet îlot. Et il n'a pas été victime de la même spéculation foncière que, par exemple, la place des Fêtes, vu que c'était un îlot très, très, très récent, enfin très jeune. Il a été lancé en 1958, quoi. Donc, deuxième aspect du plan d'urbanisme directeur, ce sont des petites opérations ponctuelles qui ont été menées sur les parcelles privées et par le secteur privé, et qui donc se sont chargés de réaménager certaines parcelles du Faubourg Saint-Antoine. Ici, on est donc dans ce petit îlot insalubre numéro 15, qui n'est plus considéré comme insalubre depuis les années 60, mais qui a donc été l'objet de 3 opérations successives de rénovation, mais à l'échelle parcellaire. Et encore une fois, on voit déjà le bouleversement typologique, mais quand on rentre un peu dans le détail en historien d'art, on se rend compte encore une fois qu'il y a des qualités urbaines et architecturales qui ont été mises en œuvre par les 3 architectes successifs. Vous voyez par exemple sur l'image très récente, la photographie récente, cette impression de microcosme de la cour faubourienne qui a réussi à être transcrite, même si ce n'est que dans l'idée, dans ces 3 parcelles. Et qui, malgré les immeubles de 10 étages implantés en recul sur rue, puisque la rue du Faubourg Saint-Antoine était promise à l'élargissement, ont fait preuve quand même d'une qualité inventive et d'une qualité urbaine qui sont à démontrer. Et c'est pour ça que je suis là. Voilà. Voilà, alors on arrive un peu plus dans le cœur du Faubourg Saint-Antoine et avec ce que beaucoup de faubouriens ont considéré comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est une opération urbaine qui a non plus été menée dans les marges du Faubourg Saint-Antoine, mais au ventre du Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire la place du marché d'Aligre. Cette opération a donné lieu déjà au même bouleversement esthétique et typologique que les autres, mais a un peu plus perverti encore l'idée de base de l'urbanisme moderne, comme on peut dire, puisqu'il s'est appliqué à mélanger l'urbanisme et l'architecture d'alignement avec cet urbanisme de barres et de dalles. Et on se rend compte en fait que là, la place a véritablement perdu son échelle, et c'est un des faits qui a participé à ce que le Faubourg Saint-Antoine renoue un petit peu avec son esprit de quartier, puisque la commune libre d'Aligre, une association qui est encore aujourd'hui vivante, s'est constituée à la suite de cette opération. Il faut dire qu'on va dépassionner le débat, et c'est aussi mon rôle. Le Faubourg Saint-Antoine n'est pas mort, le marché d'Aligre est encore un des plus agréables de Paris, donc il ne faut pas non plus être alarmiste sur ces phénomènes. Il ne faut pas se faire peur. C'est ça. D'autant plus que c'est la brutalité, parfois, le caractère un peu expérimental, l'architecture un peu froide de ces opérations a donné lieu et a permis de réapprendre à connaître les faubourgs, et a aussi permis à ce qu'on soit là aujourd'hui, mais a surtout conduit à ce que dans les années 70 à 90, des enquêtes qui n'étaient plus ni sanitaires, ni immobilières, mais historiques, ont été menées dans les faubourgs. Et on a réappris leur charme, on a réappris à comprendre le système de vie qui leur était propre et qui en fait tout leur intérêt.
D'autant plus que dans le cas du Faubourg Saint-Antoine, qui a encore une fois servi d'exemple aux historiens d'art pour comprendre ces tissus, il fallait implanter l'Opéra Bastille, et donc ça a été l'occasion de réapprendre et de remettre en avant ce quartier qui définitivement est plein de charme, comme vous pouvez voir sur le numéro de Paris Projet à droite. Voilà, donc je vais finir sur une opération très récente qui n'est pas dans le secteur, puisqu'il faut savoir que le Faubourg Saint-Antoine a donné lieu à une zone urbaine Saint-Antoine qui a à la fois protégé quelques adresses remarquables de cours qui étaient particulièrement intéressantes d'un point de vue architectural, qui a aussi protégé des espaces verts intérieurs pour qu'ils ne soient plus rongés par l'habitation. On a remis donc en œuvre toute une politique aussi. On a revu tous les règlements d'urbanisme pour que les espaces libres soient conservés au centre des parcelles et non plus sur les pourtours. Et donc, cette dernière opération de la Cité Prost qui est très intéressante parce qu'elle n'a pas été donc dictée par le nouveau règlement d'urbanisme, mais où les architectes et les urbanistes ont su faire preuve d'une grande sensibilité au quartier. Vous voyez ici cette cité industrielle qui a été construite en 1900 et qui a été remaniée très récemment par les architectes, mais c'est un projet qui a été longuement mûri avec les riverains depuis les années 80 et ils avaient majoritairement demandé l'implantation d'un jardin et c'est ce qui a été fait. On voit sur les murs pignons de la photo récente les fantômes de la cité Prost, les anciennes petites maisons qu'on peut encore deviner à travers ces enduits de plâtre. Et puis on n'a pas hésité non plus à inviter l'architecture contemporaine et une architecture contemporaine ambitieuse dans les faubourgs avec ces quelques exemples sur la gauche de la photo d'une architecture faubourienne, c'est-à-dire toujours avec des matériaux assez humbles, avec une architecture... Elle n'est pas blanche. Il y en a un bout qui est blanc. Sur la gauche. Mais sinon, il y a de la brique. C'est tout ce qu'aiment les faubourgs. Donc, non, c'est une opération qui véritablement vaut le détour si jamais on ira. Le cœur vous en dit. Pauline Rossi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, donc des décennies plus tard, il y a une atmosphère de quelque chose qui reste quand même? Comment est-ce qu'on sait qu'on passe de la ville au faubourg? Il y a cette Alors, vous le savez, mais nous... Il y a déjà cette intimité et cette ambiguïté en fait entre espace public et espace privé qui invite les gens à se rencontrer. La cité Prost, c'était avant une cité industrielle dans laquelle on pouvait déjeuner au milieu de la rue. Et aujourd'hui, le jardin de la cité Prost a repris cette intelligence du faubourg qui rapproche les gens plus qui ne les sépare. Alors, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Une dernière question. C'est vrai que vous avez donc élargi votre propos à l'Est parisien pour une conclusion qui, finalement, n'est pas du goût de tout le monde. C'est-à-dire que vous voudriez qu'on se réconcilie avec les années 50. C'est ça. Et ça sera ma dernière question. Je pense qu'au lieu d'essayer de figer la ville par des règles, des règlements qui la figent réellement, qui interdisent des constructions neuves, il faut mieux se poser les questions de ce qui a été fait. Les faubourgs ont toujours eu cette tradition de se reconstruire sur eux-mêmes sans aucune ambiguïté. Et je pense qu'il faut leur laisser cette liberté, parce que c'est aussi notre liberté de voir le paysage évoluer, les modes passer. Alors les années 50 dans tout ça? Les années 50, elles ont leur place, elles ont toute leur place dans les faubourgs. Elles ont rajouté une couche de sédimentation, on pourrait dire en archéologie. Elles ont rajouté une touche un peu extravertie dans ce paysage. Et en plus, ce sont surtout des opérations qui ont été menées avec une générosité de la part des architectes. Je vous parlais tout à l'heure de Marc Le Boucher. C'est vrai que quand on lit ces archives et qu'on a le nez dans ces vieux papiers, on se rend compte de la démarche véritablement très humble des architectes qui s'étaient mis au service de la population. Et même si aujourd'hui on a du mal à comprendre cet urbanisme et cette architecture, il ne faut pas s'interdire de les étudier pour réussir à mieux les comprendre. Pauline Rossi, il n'y a rien acheté, Faubourg Saint-Antoine? Rien acheté. Merci.